m'en excuserez pour le caractère un petit peu parfois fouillis que ma communication aura. Et alors, je voudrais repréciser un point concernant mon travail. Alors, effectivement, j'avais commencé ma thèse sur les antagonismes, une forme de comparaison entre la production archéologique française et allemande, et notamment les rapports entre les archéologues français et allemands durant la période coloniale, entre 1830 et 1930. Mais j'ai été invitée durant mes années de thèse, à m'orienter vers le contemporain, le plus contemporain. Le fait est que à l'origine, j'ai quand même dû apostasier ma finesse de romaniste pour pouvoir travailler sur le contemporain, ce qui n'a pas été chose aisée. Et je suis, de fait, j'ai fini par me rendre compte que les travaux sur la période coloniale sont assez conséquents en réalité, sur l'Algérie comme sur l'ensemble du Maghreb, mais plus du point de vue pour ce qui relève de l'histoire des institutions, comme par exemple F. Grant Emmerich, qui a énormément travaillé sur la question de l'archéologie française et l'archéologie au Maghreb en particulier. Je pense également plus pour la Tunisie aux travaux de Clémentine Gutron, qui a réussi à déborder aussi sur le contemporain pour le cas tunisien. Et je me suis rendu compte que pour le cas algérien, en effet, il y a très peu de choses pour ce qui relève d'une anthropologie ou d'une anthropologie historique des pratiques archéologiques, ne serait-ce que pour ce qui relève de la période postcoloniale ou la période après l'indépendance. Et ce qui est assez intéressant quand on se plonge dans la période contemporaine, c'est que on peut avoir à l'esprit que la pratique de l'archéologie professionnelle comme amateur s'est arrêtée enfin, brutalement, ou en tout cas déclinée avec l'accession de l'Algérie à l'indépendance. Et le fait est que ce n'est absolument pas le cas. Le travail archéologique s'est poursuivi bien avant l'indépendance. Il y a eu un travail de réflexion de la part des institutions archéologiques françaises sur la manière dont on pouvait poursuivre le travail, à la fois en rapatriant les instituts français présents en Algérie, en métropole, mais également en travaillant sous forme de coopération pour permettre le développement et la formation à la fois d'archéologues et d'institutions sur le territoire algérien nouvellement indépendant. À ce titre, Paul-Albert Février est un personnage exemplaire de cette histoire, de ce travail de coopération, puisqu'il a fait partie des artisans de la construction d'une archéologie proprement algérienne. Il en formulé le vœu bien avant l'indépendance, puisqu'il faisait partie de ce qu'on appelait les chrétiens libéraux, qui étaient plutôt enclins à l'indépendance de l'Algérie, contrairement on va dire, à la communauté des africanistes qui ne voyaient pas forcément l'indépendance pour des raisons qui peuvent dépasser la dimension scientifique comme une bonne chose. Et le travail s'est néanmoins poursuivi pendant une dizaine d'années grâce aux accords d'Évian, puisqu'il y avait des institutions mixtes prévues dans ces accords qui permettaient à des archéologues, des chercheurs français de continuer à travailler en Algérie. Et à la suite des accords d'Évian, à la suite de la fin des accords d'Évian, les institutions ont été rapatriées, notamment à Aix, pour pouvoir continuer de poursuivre le travail. Et alors, le comité des travaux historiques et la commission Afrique du Nord, qui est l'objet de cette communication, c'est une institution assez particulière, puisque pour avoir travaillé de longues années sur les institutions, je dois reconnaître que c'est sur la fin de mon travail de recherche que je suis tombée sur, non pas la commission Afrique du Nord du comité des travaux historiques, mais plutôt sur les conditions de sa suppression. Et il y a deux choses intéressantes avec cette commission Afrique du Nord du comité des travaux historiques. C'est d'une part sa longévité,
elle est fondée en 1884 et pour être dissoute en 2000. Elle est fondée en 84 à la suite de l'occupation française de la Tunisie en 1881, donc quelques années après. Et dans l'intervalle, au sein de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, a été instituée en 82 a été instituée une commission spécifique à l'étude de la documentation et de l'archéologie de l'Afrique du Nord. Ces prérogatives sont étendues par la suite à l'Algérie. Donc, pour l'instant, à sa création, ça ne concerne que la Tunisie. Mais ça s'étend par la suite à l'Algérie, avec pour ambition d'encadrer la pratique archéologique et l'harmoniser au sens de ce que doit être la science moderne, de ce que devait être la science moderne à l'époque, à savoir la science allemande. Et cette volonté d'harmonisation, elle se fait pas seulement contre, on va dire, les concurrents allemands sur le terrain archéologique nord-africain, mais elle se fait aussi, notamment pour le terrain algérien, pour rationaliser la pratique qui était avant tout une pratique amateur. Une pratique amateur dans le sens où c'est d'abord l'œuvre de militaires, dans le cadre de la conquête, et ensuite d'érudits voyageurs ou de religieux, des missionnaires qui, piqués d'archéologie, vont s'adonner à la pratique sans pour autant qu'il y ait de cadre réglementaire pour que ce travail puisse être centralisé et réuni et profiter à la science française. Et à la création de cette commission, puisque le Maroc va rejoindre ensuite, parmi les terrains nord-africains, va rejoindre l'Algérie et la Tunisie dans cette commission. Ce qui est important avec la création de cette commission, c'est qu'elle permet d'acter aussi politiquement et administrativement la naissance d'un terrain nord-africain au-delà des frontières administratives, au-delà des frontières territoriales des trois entités, Tunisie, Algérie et Maroc. Et c'est un enjeu central pour les études nord-africaines, et nous verrons pour la période postcoloniale, puisque ça permet de construire un espace qui va être légitimement défendable pour l'archéologie française, dans le sens où il ne s'agit pas seulement d'étudier une colonie ou des protectorats inscrits dans l'ordre de la romanité, même si c'est quelque chose qui est largement admis idéologiquement, que la conquête puis l'occupation de l'Afrique du Nord revient à récupérer pour la France un héritage issu qui vient directement de Rome et qui fait de la période entre la période romaine et la période française une simple parenthèse où la France vient récupérer un territoire qui lui est dû en quelque sorte. Et après l'indépendance, cette formulation d'un terrain nord-africain permet aussi de ne pas être, comment dire, de ne pas avoir de problème, en quelque sorte, à l'idée de poursuivre une œuvre qui a été commencée pendant la colonisation, mais qui, là, ne relève plus que du scientifique, que de l'étude des anciennes provinces d'Afrique, et non plus de l'ambition d'inscrire des territoires dans le giron strictement français. Et si je me suis intéressée particulièrement à la suppression de cette commission, c'est aussi parce que non seulement de 62, on va dire du début des années 60 jusqu'à 2000, cette commission a pu fonctionner sans trop de soucis, et c'est aussi le fait qu'elle a dû s'adapter. Elle a fait preuve les membres de cette commission ont fait preuve d'une incroyable ingéniosité pour s'adapter aux différentes évolutions statutaires du comité des travaux historiques, afin de conserver une place légitime dans une institution qui est un organe ministériel dont l'ambition est à la fois de développer la science française
sur tout son territoire, mais également de participer du rayonnement français, du rayonnement de la culture scientifique française à l'international. Et pour s'adapter à ces évolutions, la Commission Afrique du Nord du Comité des travaux historiques a eu deux éléments qui a permis de conserver cette légitimité, en tout cas de ne pas être une commission incongrue dans ce comité des travaux historiques. C'est à la fois le fait de recentrer ces thématiques, de s'extraire du grand congrès des sociétés savantes pour avoir un congrès autonome où il serait question strictement de communication qui ont trait à l'Afrique du Nord, et également de s'émanciper du bulletin archéologique qui réunissait à la fois les antiquités classiques et, dans une deuxième série, l'Afrique du Nord. À partir des années 70, la commission Afrique du Nord bénéficie d'un bulletin autonome. Et à partir des années 80, de la réforme de 80, elle peut bénéficier d'un congrès spécifique pour ses propres communications. Alors, dans le bulletin qui date de 81, dans le bulletin d'inscription Afrique du Nord du Comité des travaux historiques, Charles Picard, qui en était son président à l'époque, explique justement à la fois ce caractère un peu à part de la commission et en même temps son importance. Je le cite. La commission de publication des documents archéologiques d'Afrique du Nord avait jusque-là participé au congrès de la même manière que les sections du CTHS, en s'efforçant de trouver chaque année un certain nombre de communications correspondant aux thèmes généraux qui avaient été retenus. Il s'est avéré que la collecte de ces communications devenait de plus en plus difficile. Il n'existe plus actuellement en Afrique du Nord de sociétés savantes vouées à l'archéologie. L'appel à des savants français et à eux seuls, exception faite de quelques chercheurs algériens, marocains et tunisiens, continuant d'entretenir des liens personnels avec les membres de la commission, n'était qu'une solution anachronique. Pourtant, il apparaissait que la poursuite des travaux de la commission était ressentie comme nécessaire, non seulement en France, mais au Maghreb et dans de nombreux pays. Il n'existe nulle part un centre d'études archéologiques de l'Afrique du Nord embrassant l'ensemble de son développement, de la préhistoire au temps moderne. Ainsi est née l'idée de colloques internationaux qui profiteraient du cadre offert par les congrès nationaux des sociétés savantes lorsque le siège de ceux-ci s'y prêterait particulièrement. Alors, pour la Commission Afrique du Nord, dès les années 80, donc, la question de l'absence de sociétés savantes sur le territoire de leurs investigations, à savoir le territoire nord-africain, pose un vrai problème de cohérence en réalité pour le CTHS, puisque le CTHS est d'abord la fédération de l'ensemble des sociétés savantes de France. Et les commissions et les sections ont pour fonction d'avoir un contrôle scientifique, ou en tout cas au moins de produire un dialogue entre chercheurs amateurs, chercheurs érudits, amateurs, et chercheurs professionnels. Et donc du coup, ces congrès parallèles font suite également à la séparation du bulletin archéologie série A et série B pour la période précédant précédant l'année 72, et à la suite de cela, enfin, la Commission Afrique du Nord peut bénéficier de son propre bulletin avec un oriflamme Afrique du Nord et non plus série B qui pouvait être perçu comme quelque chose d'un peu dévalorisant, ou en tout cas secondaire. Là, l'autonomie de la Commission est enfin actée tant d'un point de vue programmatique que d'un point de vue éditorial. Le fait est que ça ne suffira pas à préserver la commission. Et ce qui m'a personnellement, ce qui m'a marqué avec la suppression de la commission, c'est pas tant le fait qu'elle disparaisse. Et les anciens membres de la commission que j'ai pu interroger
avec le recul, conclut au fait, enfin, on arrive au fait également que la commission Afrique du Nord ne pouvait plus rester en l'état tel qu'elle a pu fonctionner jusqu'alors. Mais ce qui les a choqués particulièrement, c'est la brutalité et la, d'après eux, violence avec laquelle la suppression de la commission s'est faite. Donc, du coup, peu de temps avant, une année avant sa suppression, une année, pardon, un mois avant sa suppression, les choses commencent à mal tourner pour les membres de la commission, puisqu'ils n'ont pas été mis au courant, ils n'ont pas fait partie des discussions concernant la réorientation des statuts du comité des travaux historiques, et sont des bruits de couloir, en fait, qui vont arriver aux oreilles des membres de la commission, qui vont finir par leur faire dire qu'effectivement, c'est plus une rumeur, c'est quelque chose d'acté. Et l'élément principal, c'est une circulaire qui date de décembre 99, donc 3 mois avant la suppression, la réorientation, pardon, du comité des travaux historiques. Et cette circulaire indique que les membres des commissions titulaires ne peuvent pas excéder l'âge de 70 ans. Et ça a été le premier coup de grâce, en quelque sorte, pour la commission, puisque dans le... Alors, les informations, les documents, les documents qui ont été mis à ma disposition l'ont été par l'ancien président Jean Desange, qui est également académicien et qui a été membre de la commission, qui est entré dans la commission Afrique du Nord en tout début des années 70. Et les correspondances entre les membres indiquent bien que à partir de cette circulaire, l'hémorragie pour la commission est sans appel, à savoir qu'il n'y a plus assez de membres dans la commission pour pouvoir faire ne serait-ce qu'une commission. Le bureau également de la commission est amputé de 2 membres sur 3, à savoir Maurice Zéna et Jean Desange, qui tous deux avaient dépassé l'âge de 70 ans. Il ne restait plus que Claude Lepellé, qui n'avait pas encore atteint les 70 ans, qui en était le secrétaire, et qui n'a rien pu faire lors de cette commission centrale du 16 janvier 2000 pour ne serait-ce qu'amender la suppression de la commission. Et dans les échanges, l'un des arguments qui a été mis en avant par les membres de la commission, c'est à la fois l'importance de la documentation réunie par les membres de la commission, mais également l'importance que la commission a pour les chercheurs, les nouveaux chercheurs nord-africains, marocains, algériens et tunisiens. Et c'est un argument qui va être constamment mis en avant pour légitimer le maintien de la commission, ce qui peut paraître un peu paradoxal, puisque la réorientation du comité des travaux historiques était pensée pour se recentrer sur l'activité des sociétés savantes, ce qui n'est pas incongru, puisque c'est une des fonctions principales du CTHS. Mais enfin voilà, de se recentrer sur les sociétés savantes. Mais les membres de la commission Afrique du Nord vont insister sur la question des liens qu'il faut entretenir et continuer d'entretenir avec les nouveaux chercheurs, les nouveaux spécialistes archéologues algériens, marocains et tunisiens qui viennent d'intégrer, qui ont intégré récemment, depuis, ça faisait une dizaine d'années qu'on commençait à intégrer de jeunes chercheurs nord-africains. Et cet argument, c'est si la commission disparaît, l'ensemble des liens qui ont été tissés risquent d'être rompus, mais également des liens plus symboliques, à savoir de poursuite du travail archéologique, de poursuite du travail qui a été commencé plus d'un siècle avant et qui continue de se maintenir. Et le fait que les indépendances n'aient pas remis en question, d'après la poursuite de l'activité archéologique française sur le terrain nord-africain, est la preuve que la commission est fondamentale pour maintenir ces liens. D'après eux également, les chercheurs nord-africains eux-mêmes sont les plus affectés par la suppression de la commission.
Et là aussi, cela va devenir un argument pour essayer de plaider en faveur du maintien de cette commission. Le fait est que la commission est déjà supprimée avant même que ses membres en aient eu vent. Et dans les échanges et dans les entretiens que les anciens membres m'ont accordés, la question du caractère, comment dire, colonialiste de la commission n'a pas été quelque chose qui a été reproché, qui a été envisagé. D'après les membres de la commission, c'est surtout des questions internes franco-françaises qui sont à l'origine de la suppression de la commission, à savoir le milieu archéologique, le milieu des africanistes, pardon, est connu pour être un milieu assez conservateur, même plutôt conservateur, à quelques exceptions près. Et la période des années 2000 correspond à un ministère de l'Éducation nationale de gauche, enfin, socialiste en l'occurrence. Et pour les membres de la commission, en tout cas pour les anciens membres du bureau, c'était pas une question, c'était pas une, comment dire, c'était pas la raison principale qui a fait, c'était pas une raison revancharde idéologique qui a été à l'origine de la suppression de la commission, mais plutôt des querelles internes, à la fois entre africanistes et également des querelles entre la commission et la direction du CTHF, qui voyait cette commission comme une espèce de verrue dont il fallait se débarrasser. Et dans le mouvement de réforme qui n'a pas touché que le CTHS, qui a touché l'ensemble du secteur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, pour ceux qui s'en rappellent, c'est le moment du ministère de Claude Allègre, avec cette fameuse phrase « il fallait dégraisser le mammouth », et donc du coup rationaliser les institutions qui appartiennent à l'éducation nationale, dont le CTHS. Et le passage aux années 2000 a été une forme de tournant aussi, qui permettait à la fois de réduire les budgets, mais aussi d'organiser les sections, pour les sections historiques, chronologiquement, par période, et non plus ni par art culturel, ni par thématique, mais par période historique. Donc antiquité, période médiévale, période contemporaine. Et à l'intérieur de ces sections vont se discuter des questions spécifiques. Et la crainte de la Commission Afrique du Nord, c'était de se retrouver dans une section d'archéologie classique où l'ensemble de ces thématiques pouvaient se retrouver diluées ou passer inaperçues ou réduites à la portion congrue des thèmes spécifiques à l'Afrique du Nord. Et le fait est que la personne principale qui a été considérée, enfin la personne qui était considérée comme la responsable de la suppression de la commission, c'est son ancienne secrétaire générale, Martine François, une ancienne chartiste, comme beaucoup de membres des instances dirigeantes du CTHS, qui, contrairement aux anciens chartistes d'après Jean Desanges, qui se servait du CTHS comme une espèce de tremplin, qui s'occupait de gérer les affaires courantes, mais qui n'avait pas ambition à faire carrière au CTHS, mais le voyait vraiment comme un tremplin. Elle, pour le coup, est restée 10 ans à la direction du CTHS, comme secrétaire général du CTHS, et avait pour ambition un chantier titanesque, à savoir l'annuaire prosopographique de la France savante, qui avait pour but de dresser l'inventaire des acteurs de l'érudition française au cours des 3 derniers siècles, et de mettre en réseau aussi, de solidifier les réseaux des sociétés savantes. Et malgré, jusqu'en 91, d'excellentes relations entre la Commission Afrique du Nord et Martine François,
Après le congrès de 91, qui était le dernier gros congrès pour la commission Afrique du Nord, le, le fait que Martine François ne s'intéressait pas à ces travaux, aux travaux de la Commission Afrique du Nord, aurait été la raison principale une des raisons de sa dissolution, mais également le fait que les membres de la Commission Afrique du Nord, ayant un capital social et politique fort important, aurait été, comment dire, la commission aurait fait l'objet de jalousie par sa capacité à trouver des financements bien plus que la direction même du CTHS et à poursuivre le travail malgré les évolutions statutaires. Donc on est dans des querelles administratives, bureaucratiques, d'après les membres de la commission, et non pas une disqualification associée au caractère qui pourrait être nostalgique de la colonisation de la part des anciens membres de la commission. Pour ce qui relève des relations entre les archéologues ou les spécialistes français et les spécialistes maghrébins. Alors, il y a une particularité de l'Algérie par rapport à la Tunisie et au Maroc qui était très difficile d'aborder avec mes enquêtés. C'est un peu encore compliqué de les appeler des enquêtés, et je m'expliquerai un peu sur la fin après. Ce qui a été compliqué, c'est que pour comprendre les effets de division du travail qu'il pouvait y avoir entre archéologues français et archéologues maghrébins, pour moi, il était important de regarder aussi les trois entités séparément, puisque l'objet de mon travail était particulièrement les relations entre la France et l'Algérie, pour la suite de mon travail. Et il était impossible de pouvoir poser les choses en ces termes. Il fallait parler d'Afrique romaine, d'Afrique antique, puisque j'avais en face de l'Africanisme. Mais parler des pays séparément, c'est pas pertinent, d'après mes interlocuteurs. Le fait est que pour pouvoir comprendre les effets de division du travail, il faut aussi se plonger dans la manière dont institutionnellement les décalages pouvaient exister entre les institutions au Maghreb et les institutions archéologiques en France. En Tunisie, par exemple, le développement institutionnel a été beaucoup plus important pour l'archéologie qu'il n'a été en Algérie. Il était beaucoup plus important déjà avant les indépendances. À savoir que la pratique de l'archéologie amateur en Algérie était largement plus développée. C'est une pratique qui est aussi associée ou l'érudition ou le goût pour les archéologies, pour les antiquités, est aussi associée à un besoin de définir ces artefacts archéologiques aussi comme des titres de propriété du territoire. Chose qui en Tunisie s'est fait différemment, à la fois parce que le développement de l'archéologie scientifique était déjà un peu plus développé en France quand la France a annexé la Tunisie, mais aussi pour une raison bassement administrative que le développement institutionnel s'est aussi fait beaucoup plus vite en Tunisie par rapport à l'Algérie. Et de ce fait, la présence des sociétés savantes était aussi beaucoup plus importante. Et cette archéologie amateur, beaucoup plus importante. Après le rapport du coup entre archéologues, pour revenir sur les rapports archéologues français et maghrébins, l'importance leur importance dans la commission est à nuancer. Alors, ils sont présents. Ce sont majoritairement eux qui sont les correspondants étrangers, puisque dans les statuts de la commission,
Il est possible d'avoir des membres titulaires, au nombre de 20, des membres émérites, pour ceux qui après ont dépassé l'âge de 70 ans, et également des correspondants étrangers. L'ensemble des correspondants étrangers sont maghrébins, à l'exception de Matmouli, de 1, mais sinon, tous les correspondants sont étrangers et sont maghrébins. Et c'est quelque chose d'important pour la commission à l'origine, puisque c'est aussi une manière de pouvoir inviter c'est formulé de telle manière qu'on a presque l'impression que la commission est plus importante encore pour le Maghreb que pour la France. À savoir que l'absence, en tout cas pour l'Algérie, d'institutions solides archéologiques, c'est que les archéologues algériens, et Nacera Bensedik aurait pu en témoigner, puisqu'elle était membre correspondant de la commission juste avant de sa suppression, c'est une manière aussi de pouvoir publier des articles, de pouvoir exister en termes de publication, de pouvoir participer au colloque des sociétés savantes et de pouvoir apporter en fait de la documentation. Et puisque ça a l'air anecdotique, alors que ça l'est absolument pas, mais la perte du contrôle du territoire a fait qu'il y a bien eu besoin de relais. Et c'est en cela que j'ai formulé l'hypothèse que la formation de ces archéologues avait des allures d'archéologues, médiateurs avec le terrain, des archéologues auxiliaires pour pouvoir avoir accès au terrain, et non des homologues comme pourraient l'être des archéologues spécialistes de l'Afrique du Nord, anglais, états-uniens, polonais ou italiens. Et ce relais était particulièrement important, puisque effectivement, en tout cas pour l'Algérie, la formation doctorale et même la formation en maîtrise se faisait en France. Se faisait principalement en France, à savoir qu'il y avait cette circulation qui disait que pour pouvoir s'intégrer dans la communauté des archéologues ou des africanistes, il fallait pour cela bénéficier du capital scientifique nécessaire pour pouvoir évoluer dans ce champ. Et l'Algérie le permettait absolument pas de pouvoir former des archéologues à même de pouvoir développer un capital scientifique nécessaire pour pouvoir se considérer comme homologue avec ses collègues. Et alors, encore une fois, pour la comparer, oui. Oui, pardon. Si vous voulez qu'on ait le temps de discuter. Oui, on va. Je vous avais prévenu que c'était un petit peu compliqué, mais je vais faire mieux que ça. Je vais abandonner mon texte et comme ça, je vais finir en 5 minutes sans trop de transition. Alors oui, donc j'en étais à les relations. La commission avait été importante pour les archéologues étrangers, maghrébins, pour pouvoir exister dans la communauté des africanistes. Pour les archéologues de la commission Afrique du Nord, ça s'est joué différemment. Ça a eu une importance aussi considérable dans la mesure où la documentation, on ne pouvait plus aller la chercher comme il le voulait. Donc du coup, ça ramenait ces matériaux pour pouvoir poursuivre le travail et ne plus être dans une rhétorique nostalgique des travaux antérieurs, mais poursuivre et garder vivant le travail sur l'Afrique du Nord. Pour les suites qui ont été données, donc du coup, le fait que la commission soit supprimée, notamment pour des raisons de d'âge du contingent d'africanistes français, c'est que j'ai été particulièrement surprise de constater que les débats qui sont suivis, soit au sein du comité de rédaction, par exemple, d'Antiquité africaine, soit dans les structures qui vont ensuite récupérer les anciens membres de la commission Afrique du Nord, à savoir une société savante, la Société d'études de l'Afrique du Nord antique et médiévale, ASEMPAM,
qui sous l'égide de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, va poursuivre le travail de production des savoirs archéologiques français sur l'Afrique du Nord, mais va se replier en fait sur l'université en conservant des réseaux par le réseau interuniversitaire entre 94 et 81 et 2000 et 2009, 2007-2009, qui va être le moyen de pouvoir conserver cette mise en réseau, de conserver les financements nécessaires aussi pour pouvoir poursuivre le travail. Et dans l'histoire de cette commission m'a fait réfléchir personnellement sur justement les questions d'asymétrie dans la division du travail entre chercheurs et archéologues français, chercheurs et archéologues algériens, qui vont prendre ensuite des voies différentes. L'université en France qui va être à même de continuer d'accueillir les travaux. Et pour l'Algérie, ça va être comment dire, la dimension patrimoniale et la dimension archéologique préventive qui va prendre le dessus en actant en quelque sorte la sous-traitance de la formation archéologique et historienne à l'étranger et notamment en France. Et donc, comment a pu se poursuivre cette production des savoirs archéologiques en prenant l'exemple de la commission des travaux historiques? Eh bien, cette poursuite des travaux, elle ne s'est pas arrêtée, comme vous avez dit en introduction, en 62, mais elle s'est bien arrêtée. Elle s'est bien, comment dire, elle a bien pris un coup d'arrêt en 2000 avec l'évacuation en fait, de cette commission qui avait un statut d'exception. Et j'en veux pour exemple une autre commission qui a aussi été évacuée sans avoir l'effet de damnation mémoriale qu'a pu avoir la commission Afrique du Nord. C'est la commission d'études sur la Révolution française qui, c'est-à-dire idéologiquement, se situe à l'opposé du spectre plus, on va dire, c'était plus, on va dire, jacobin, c'est comme ça qu'ils se définissaient, un peu plus jacobin, que la commission Afrique du Nord qui se vivait bien plus comme politiquement conservatrice. Les deux ont été évacués. Et j'ai eu l'impression, en revenant sur cette histoire, que c'est un peu le XXe siècle qu'on a évacué avec cette histoire. Non pas que la question coloniale soit quelque chose que l'État français veuille rejeter en considérant qu'on ne fait plus d'archéologie d'Afrique du Nord de cette façon, puisque la France n'est plus un État colonialiste. Le fait est que dès 2001, on fêtait l'année de l'Algérie. Dès 2003, on fêtait l'année de l'Algérie en France. Et dès 2005, on pouvait retrouver cette fameuse loi de février 2005 qui appelle à rendre justice aux aspects positifs de la colonisation. Donc la suppression de cette commission n'était pas tant une suppression idéologique, plus qu'une suppression administrative. Le fait qu'elle soit supprimée permet de révéler en fait l'état dans lequel l'étude archéologique de l'Afrique du Nord en France a pu se, comment dire, à la fois se replier vers la société civile et les sociétés savantes, ou l'académisme avec l'Académie des inscriptions et belles-lettres, en laissant à l'université le soin de traiter les questions que les politiques culturelles et scientifiques françaises, par l'intermédiaire du CPHS, n'entendait plus traiter comme elle a pu le traiter depuis la fin du XIXe siècle. Et je vais m'arrêter là parce que sinon je pourrais vous en parler toute la journée, je pense. Désolée d'avoir été un peu longue et brouillonne. On le voit et on pourrait sans doute discuter pendant des jours. Très bien. Alors, écoutez, merci beaucoup. On va prendre les questions. Donc, on va utiliser le même principe que tout à l'heure. Si vous avez des questions, envoyez-les, alors si possible, à l'adresse tout le monde dans le chat, parce que tout à l'heure, on a eu quelques petits ratés. Et peut-être que moi, j'en ai une. J'ai une question pour lancer les choses un peu si vous voulez. Alors, j'espère que je ne vais pas vous prendre à contre-pied. Mais si je me souviens bien, parmi les institutions qui s'occupent d'archéologie au Maghreb, il y a aussi la Casa de Velázquez. Et en fait, je me demandais quelle était la place, enfin voilà, respective
de ces différentes institutions. Comment et est-ce qu'on se posait alors peut-être que Sybille Emmerich qui est là aussi pourra aussi intervenir, mais est-ce qu'on se pose ces questions par rapport au réseau des écoles françaises ou dans quels termes? C'est aussi l'école française de Rome qui intervient. Oui, oui. Ah, au Maghreb aussi? Oui, tout à fait. Ah, d'accord. D'accord. Vous voulez que je réponde tout de suite? Ok. Alors pour le réseau des écoles, alors les écoles, alors c'est principalement l'école française de Rome qui intervient en Afrique du Nord. Et, et ces institutions, en fait, moi, ce que j'ai pu observer, c'est que les mêmes noms se retrouvent partout. Alors, c'était un peu compliqué pendant la communication, parce que comme j'ai essayé d'anonymiser sans anonymiser, en sachant pas encore si j'allais anonymiser ou pas les entretiens, qui sont vivants pour certains encore, pour d'autres plus, pardonnez-moi, j'allais dire plus pour longtemps, mais oui, l'âge aidant pour certains. Mais le fait est que l'archéologie, l'Afrique du Nord, jusqu'à l'indépendance, c'est l'école française de Rome qui a la main sur l'envoi des archéologues. Le circuit est assez simple. On est formé en métropole principalement. On passe par l'école française de Rome qui va s'occuper de la formation pratique de terrain. Et c'est une question que j'avais posée justement à Géant Deux Anges. C'est mais est-ce qu'il y avait une formation en fait archéologique, littéraire en Algérie? Est-ce qu'à l'école, comment dire, à la faculté des lettres d'Alger, est-ce qu'il y avait une formation littéraire? Effectivement, qu'il y avait une formation littéraire, bien sûr. À part que la formation littéraire en lettres classiques, justement, concernait exclusivement les lettres. Et que quand on était formé en lettres classiques, on devenait professeur de lettres. On a intégré des lycées ensuite, mais l'archéologie, c'est l'école française de Rome qui s'occupe d'archéologie. C'est pour cela qu'à l'indépendance, comment dire, si on n'avait pas été, enfin, comment dire, la formation littéraire étant dispensée soit dans la seule université à Alger ou en métropole, la formation archéologique, c'est une formation de terrain. Et il y a une vraie division, déjà, en premier lieu, une vraie division du travail entre les praticiens qui ont une formation littéraire et les praticiens qui n'en ont pas, qui ont strictement une formation technique. Enfin, même si littéraire, c'est technique également. Et donc, du coup, oui, l'école française de Rome fait partie du réseau. La particularité de la commission Afrique du Nord, c'est qu'elle chapeaute en fait l'ensemble des activités. C'est elle qui crée le réseau en quelque sorte. C'est elle qui centralise la documentation. Et voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Mais les membres de l'école française de Rome sont aussi membres de la commission qui... c'est pas ça votre question? Non. Si, mais c'était aussi quelle était la place des écoles, enfin du réseau des écoles françaises dans comment dire, dans ce débat sur la question coloniale, postcoloniale, comment dire, sur le... Ah, bah, Sybille veut bien intervenir. Oui, oui, vas-y alors. Si tu veux, comme ça, je peux essayer de faire rebondir le débat. En tout cas, moi, vraiment, j'ai été passionnée et fascinée par votre communication parce que c'est vrai que pour avoir travaillé pendant 10 ans à l'Institut français d'archéologie orientale du Caire, qui fait partie du réseau des écoles françaises à l'étranger, on est à la fois confronté au poids de l'histoire, on est confronté à un nationalisme très fort actuellement en Égypte. Et surtout, moi, ce qui m'a fasciné dans votre communication, c'est que finalement, ce n'est pas lié à un rejet, je veux dire, des pays d'Afrique du Nord, mais finalement à des problèmes structurels, plus de financement. Finalement, le nerf de la guerre me semble toujours le même, l'argent. Et voilà. Et c'est vrai que bon, c'est lié à l'histoire de la France, peut-être que les autres personnes qui participent aujourd'hui à ce séminaire ne le savent pas, mais ces 5 écoles françaises à l'étranger, d'un point de vue de l'histoire de l'archéologie, c'est vraiment
une particularité française, suivie après par les Allemands finalement, mais les Anglais n'ont pas du tout, ni les Américains, le même type de structure, en tous les cas en Égypte, hein, que je connais mieux. Et voilà, et je trouve que avoir su essayer d'interroger ces personnes qui sont encore vivantes, et on voit à quel point finalement ces théories post-coloniales se mélangent aussi à d'autres enjeux politiques et financiers, hein, qui nous dépassent, parce que c'est vrai que l'archéologie égyptienne, côté égyptien, souhaiterait prendre son autonomie, on peut le dire clairement, on le ressent nous fortement en Égypte, tout en n'ayant pas les moyens financiers. Donc, exerçant des pressions aussi pour que finalement l'État français continue de contribuer, mais donne l'argent sans participer. Vous voyez ce que je... Voilà. Donc, c'est d'autres débats, mais ça montre la complexité des couches. Et puis, comme en plus vous travaillez sur des personnes qui sont encore en vie, ça complexifie aussi. Et je trouve vraiment que ce travail que vous faites mériterait par la suite de le comparer en fait, hein, avec d'autres institutions. Voilà. Alors, je pense que je m'y suis un peu prise à l'envers dans cette histoire. C'est que, effectivement, les problèmes de financement et les problèmes bassement administratifs sont des raisons objectives et solides des problèmes associés au développement de l'archéologie. Si on s'en tient strictement à l'archéologie française, une autre personne que j'ai interrogée il y a pas très longtemps, qui a fait partie de missions archéologiques depuis les années 70, qui est un antiquisan français de renom. Lui, sa position, c'est que le problème l'origine de mon travail, c'était de me faire travailler sur les blocages d'accès au terrain archéologique algérien. Pourquoi l'Algérie empêche ou met des bâtons dans les roues aux instituts étrangers qui veulent, ou aux archéologues français principalement ou étrangers, qui voudraient faire de l'archéologie en Algérie. C'était ça le point de départ. Et le fait est que ces problèmes de financement existent. Et pour lui, le problème de la France, c'est de ne pas associer les discours symboliques à des moyens financiers. Contrairement à l'Allemagne, qui, elle, comment dire, d'après lui, rince assez largement les instituts et qui veut utiliser l'archéologie comme un instrument politique ou un instrument diplomatique, s'y prend bien mieux puisque l'Allemagne met les moyens. C'est son argument. Et effectivement, en France, les moyens sont beaucoup, beaucoup, beaucoup moins importants pour certaines thématiques. Mais moi, ce qui me gêne dans l'idée que y a, comment dire, que ce soit seulement des questions matérielles, c'est aussi le fait qu'il y a que les relations entre chercheurs étrangers et chercheurs maghrébins, par exemple, souffrent aussi d'une asymétrie et qui n'est pas seulement liée aux institutions. Et la question des études postcoloniales, c'est m'a fait réfléchir à cet endroit-là. C'est que quand j'ai découvert, puisque c'est la thématique, les études postcoloniales, j'avais un peu l'impression que c'était des outils très utiles pour réfléchir sur la métropole, mais beaucoup moins évident. En fait, c'était beaucoup moins évident avec les outils des postcolonial studies de réfléchir sur les anciennes colonies. Et au début, c'était le problème majeur que j'avais rencontré. Un autre problème majeur, c'est qu'on ne prenait pas ça en compte, effectivement. Alors, je ne veux pas mettre sur le tapis le débat tout immédiat de la question du social contre la race. Je pense que tout le monde voit à quoi je fais référence. Là, c'est pas une question la question sociale se pose quand même, et cette question sociale, à savoir de la dimension socio-culturelle en fait, de la pratique de l'archéologie, se pose pas de la même manière, par exemple en France, qui est une activité. Alors, je vais préciser. Autant l'archéologie peut avoir une dimension très prolétarienne pour les stricts archéologues, voire même très précaire. Pour les archéologues africanistes que j'ai rencontrés, alors il y a l'âge, il y a aussi comment dire, on commence à travailler à une autre période, mais à de très 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 rares exceptions près, moi je me suis retrouvée dans la très grande bourgeoisie en réalité. Genre, mes enquêtés, c'est ça que tout à l'heure j'ai dit que j'avais du mal à les appeler mes enquêtés, c'est que appartenant à une classe, appartenant à un milieu populaire, en plus d'être enfant d'immigré, en plus d'être une femme, voilà, on a tout, classe, race, genre, on a les trois.
sans parler d'intersectionnalité, j'avais face à moi, je devais faire de l'anthropologie avec des dominants, pour aller vite. Et pour le coup, je n'étais pas outillée. Non seulement parce que j'étais une anthropologue que de fraîche, enfin, j'étais fraîchement anthropologue, j'étais formée à être humaniste à la base, mais j'étais pas, enfin comment dire, il y a peu d'outils pour travailler sur des enquêtés qui ont une position sociale supérieure à la vôtre. En réalité, c'est assez rare. Il y a peu de travaux. Bon, il y a les Vincent Charlot en sociologie qui ont fait ça, mais il y a très peu de travaux. Et là, en l'occurrence, il s'agissait d'anciens professeurs, pour certains. Pour ce qui relève de l'anthropologie, pour les questions proto-historiques, ça pouvait être des collègues ou des personnes qui étaient en poste, mais du même laboratoire que moi. C'était assez compliqué, en fait, de pouvoir travailler dans cet ordre, dans l'ordre de l'anthropologie, avec des enquêtés qui ne peuvent pas se penser comme enquêtés, mais qui se pensent comme pourvoyeurs de savoir, et non pas comme objets. Enfin, pour aller vite, voilà, objectiver des personnes qui ont l'habitude d'objectiver les autres, ça leur a fait tout drôle. Et moi, ça a mis du temps, en fait, pour pouvoir réussir à voir mes interlocuteurs comme des enquêtés, tout simplement. Et ça, c'est une question sociale, en fait, qui se pose. Puisque les archéologues algériens ou tunisiens que j'ai interrogés appartenaient pas au même milieu social. La question des études classiques en France appartient à l'élite. En Algérie, le statut d'archéologue, il a fallu attendre 2005 pour que les archéologues puissent avoir un statut. Financièrement, on ne vit pas quand on est archéologue. C'est vraiment un métier de passion, pour le coup. Sans compter tous les effets qui peuvent y avoir de disqualification à l'idée de travailler sur l'Antiquité romaine. Alors que la période qui est la plus travaillée en Algérie, c'est l'Antiquité romaine. Quand on regarde les classements à l'UNESCO, c'est bien les antiquités romaines qui sont le plus mis en avant. Et le fait est que les études postcoloniales, moi, m'ont permis de réfléchir, comment dire, de pouvoir travailler ma position sur le terrain, mais aussi de remettre la position des acteurs à leur place, à savoir à leur place de praticiens. Et c'est dans les relations, pour le coup, entre praticiens français et ces africanistes en l'occurrence, et praticiens algériens, par exemple, la question socioculturelle n'est jamais abordée. La question la question du capital symbolique n'est que rarement abordée. Et surtout, là où il y a asymétrie, c'est la question de la constitution d'un capital scientifique. Puisque pour exister dans le champ scientifique, il faut bien avoir un capital scientifique. Et la constitution d'un capital, ça dépend d'institutions, de bibliothèques, de centres de recherche, de publications. Et en Algérie, la publication, la dernière revue d'archéologie scientifique, le bulletin d'archéologie algérienne, a cessé de publier en 84. À partir de 84, il n'y a plus de publication, plus aucune. Et ça, pour le coup, c'est à réfléchir aussi dans les relations inter-États. L'État algérien a aussi intérêt à ne pas développer le capital scientifique de ses chercheurs. L'État algérien a aussi intérêt à avoir un contrôle absolu sur ces archéologies en ne permettant pas à une classe d'intellectuels de pouvoir bénéficier d'une autonomie assez importante pour pouvoir dire le savoir, pouvoir produire le savoir archéologique ou historique. De fait, les archéologues algériens se retrouvent en étau entre le caractère monstrueux, monumental de l'archéologie française avec tout le poids et l'héritage que ça importe, et le poids monstrueux et monumental de l'État algérien qui monnaie ces archéologies comme une monnaie diplomatique. De fait, à ce jeu-là, les archéologues algériens sont complètement abandonnés de toutes parts. Et les instituts français ne s'embarrassent pas de créer des partenariats avec l'État algérien. Puisque l'important, c'est le terrain. L'important, c'est de retourner sur le terrain, quoi qu'il arrive, indépendamment du sort et des conséquences que ça peut avoir sur les archéologues algériens. Et là, pour le coup, la réflexion postcoloniale, elle prend un autre sens. Non pas pour des histoires de culpabilisation, de surinvestissement d'antiquité romaine par rapport à l'antiquité, aux archéologies musulmanes, puisque tout ça a été traité déjà largement,
mais plutôt sur les jeux de pouvoir en fait, qui existent entre les différents instituts et la façon dont l'archéologie française, en tout cas l'archéologie africaniste française, tire son épingle du jeu aussi de cette situation. Puisque enfin comment dire, il n'y a pas d'archéologue pour défendre le terrain en quelque sorte, comme ça peut être le cas en France. Et la dernière chose, c'est la question de la provincialisation. C'est qu'effectivement, les archéologues algériens, marocains et tunisiens étaient invités à participer aux travaux français et même à les enrichir. Mais quand on regarde les publications, les archéologues tunisiens ne travaillent que sur la Tunisie, les archéologues algériens que sur l'Algérie, les archéologues marocains que sur le Maroc. À savoir un provincialisme qui permet pas en fait le développement d'une archéologie en soi. Et comment dire, le membre de la pour le reciter, j'ai en 2 ans, je me le reconnaissais même pas à demi-mot, ouvertement. Je disais oui, c'est vrai, après tout, c'est rare que les archéologues algériens, marocains et tunisiens viennent faire de l'archéologie de la Gaule en France. C'est dans la discussion que, une fois qu'on a commencé à poser les choses de façon archéologue pour archéologue, que ben oui, effectivement, c'est assez unilatéral la façon dont ça se pose. Et tout ça, ça mérite d'être travaillé aussi en regardant l'archéologie et les praticiens de l'archéologie française pour que ça produit en fait, pour ce que c'est, pour ce que ça produit, et pas pour les procès d'intention qu'on pourrait faire dans un sens comme dans l'autre. Juste une dernière petite question par rapport à ce que vous dites. Bon, après, c'est peut-être une fausse appréhension, mais j'ai l'impression que les choses évoluent quand même très vite. C'est-à-dire que, effectivement, vous travaillez, vous interrogez des personnes, vous l'avez très bien décrit, qui appartiennent à une très grande bourgeoisie, qui sont assez âgées. J'espère, mais c'est pour ça que j'aimerais bien vous poser la question, que quand vous parlez avec une génération un peu plus jeune, vous ne tombez pas forcément sur les mêmes discours non plus, enfin, je suppose. J'ai l'impression que d'une génération à l'autre, déjà, les choses évoluent en fait sur la perception de l'archéologie. Bah, oui, ça évolue dans la mesure où la question de la production des savoirs archéologiques sur l'Afrique du Nord n'est plus est moins explicitement pensée comme un patrimoine français, en quelque sorte. Puisque je pense que une des clés dans la façon de concevoir le choc que ça peut être pour les membres de la commission, le fait que l'Afrique du Nord perd sa centralité en termes de terrain, c'est que, puisqu'il n'y a pas de question de supprimer l'archéologie de l'Afrique du Nord, juste du CTHS. Et l'émotion que ça a suscité, c'est qu'on perd une œuvre française dans l'ordre du patrimoine. C'est que on touche au patrimoine français de production de savoir sur l'Afrique du Nord. C'est que ça relève d'une pratique qu'on pourrait presque considérer comme patrimoniale. Et qu'à ce jeu-là, on a patrimoine contre patrimoine qui s'affrontent. Puisque en termes de propriété ou d'appropriation des archéologies, qui est le plus légitime? Et je pose la question ouvertement. La légitimité est à ceux qui possèdent matériellement la documentation archéologique, à savoir que le patrimoine archéologique antique sur le territoire algérien serait un patrimoine national, ou ce patrimoine archéologique serait plus légitimement la propriété de ceux qui sont capables d'en produire l'histoire, de produire un discours scientifique dessus. Et ça, cette opposition, bah, c'est à mon sens le statu quo dans lequel on se retrouve encore. Et des chercheurs bien plus jeunes peuvent quand même considérer que il est de leur cela relève de leur bon droit de produire des savoirs sur un terrain, même s'il n'est pas français. Et moi, personnellement, j'ai absolument aucun problème avec l'idée, bien sûr, que la science, ça circule, et que la science n'a pas de nation, même si le savant en a une, comme dirait l'autre. Le fait est qu'on est dans une situation, en tout cas pour l'Afrique du Nord, à mon sens, patrimoine contre patrimoine. Et que la légitimité se fera dans la capacité à justifier sa propriété. L'État algérien le fait très bien, en considérant qu'il s'agit, en signant tous les accords de l'UNESCO possibles et imaginables, avant même qu'ils soient édités, il les signe avant. L'Algérie signe tout à ce jeu-là. Mais, donc du coup, on pourrait considérer qu'elle est légitimement propriétaire de ces archéologies et qu'elle pourrait même pousser, et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait oser discuter. Après tout, pourquoi étudier plus l'archéologie antique, même ne serait-ce que le patrimoine archéologique en Algérie? Pourquoi faire? Pourquoi? Alors, on va considérer que c'est universel et qu'il nous faut étudier tout ce qui existe sur un territoire. Mais cette injonction à étudier l'archéologie antique ou cette menace à dire que si on n'étudie pas l'archéologie antique en Algérie,
signifie qu'on considère que ça relève de la jahiliya, donc du coup, la période anti-islamique, donc ce n'est pas de la civilisation, ou que le poids colonial est trop fort. Enfin, quoi qu'il en soit, la question même d'étudier les antiquités romaines s'est jamais posée en Algérie, par exemple, d'un point de vue, ne serait-ce que en termes de politique culturelle. C'est tombé, enfin, c'est une continuité. Il n'y a que dans les années 80 où en Algérie, au niveau de la société civile, après les mouvements sociaux importants des années 80 et en 89 particulièrement, qu'il y a eu que des chercheurs ont commencé à émerger et ont commencé à poser la question d'une démocratisation des archéologies. Donc, du coup, à se réapproprier politiquement la question du patrimoine. Donc, du coup, je ne pense pas que ce soit une question de génération, parce qu'il y avait des générations, la génération antérieure, quelqu'un comme Février, par exemple, n'avait pas le discours de certains archéologues d'aujourd'hui, qui peuvent considérer que c'est injuste de leur fermer le territoire algérien juste parce que c'est une ancienne colonie, par exemple. Donc, je ne pense pas que ce soit une question de génération, mais plutôt une question politique. Je suis désolée pour vous arrêter. Ouais. Je voulais juste remercier Karina pour ce travail extrêmement courageux et primordial pour nos disciplines, et puis répondre peut-être aussi à Sybille que les rangs des jeunes africanistes, on a une contraction du vivier d'africanistes quand même qui est très, très, très nette, et en grande partie pour la question de ces sensibilités idéologiques qui sont considérées aussi comme un poids. Pas tout le monde ne se sent les épaules pour les porter. Je pense que c'est le moment de faire une pause. On se retrouve dans